Bonsoir à tous. Bienvenue au troisième lundi de la mer de 2014, à l'Ifremer toujours. Ce soir, nous accueillons Jean-Luc Labol, qui est là, ingénieur et directeur technique, et puis Cédric Breton, directeur général, tous les deux d'IDEMER, Institut technique de développement des produits de la mer. Donc, le titre de la conférence de ce soir, c'est du poisson à la molécule, quelle valorisation pour les coproduits de la pêche. Donc les coproduits ou sous-produits de la pêche, c'est ce qu'on appelait avant les déchets. Donc ce sont des produits que l'on valorise beaucoup, tant pour la nutrition humaine qu'animale, pour la filière de la santé aussi, mais aussi dans l'agriculture ou la pêche. Donc je vais vous laisser en compagnie des deux intervenants. Donc on fonctionne comme d'habitude, une partie présentation des deux intervenants et puis une partie de questions. Donc on vous laissera aussi la parole après cette intervention. Et je leur demande, comme aux derniers intervenants, enfin au premier de 2014, de se présenter avant de parler de leur sujet de ce soir. Bonne conférence. Bonsoir à tous et à tous. Donc Cédric Breton, j'ai repris la direction générale d'IDEMER il y a de ça maintenant un an, en janvier 2013. Donc pour faire un petit point sur mon parcours et me présenter rapidement, j'ai fait un long parcours d'une douzaine d'années dans les bureaux de contrôle dans l'environnement. J'étais plutôt là pour contrôler que les industriels travaillaient bien en matière de rejets, principalement les rejets atmosphériques et les rejets à queue. Ensuite, un petit passage de 2 ans, ce qui m'a valu d'arriver sur l'Orient en prenant la direction d'un laboratoire pour le compte de l'Institut Pasteur de Lille, qui était un laboratoire d'analyse environnementale, qui était basé sur Plumeur. Et courant de l'année 2012, les restructurations se faisant au sein des laboratoires, c'est une activité qui a tendance à beaucoup se recondenser. Et beaucoup de petites structures telles que le laboratoire que je dirigeais pendant 2 ans et demi se sont vues absorbées par des grands groupes pour des raisons de financement. La technologie, ça a du bon, mais pour les laboratoires de proximité, c'est des coûts et des investissements qui sont lourds à mener. Donc j'ai contribué à assurer le transfert de ce laboratoire. Et fin d'année 2013, donc on m'a proposé de reprendre la direction générale d'IDEMER, qui pour les Lorientais était dans une structure, dans une configuration un peu particulière de centre technique. Et donc j'ai repris la suite de Pascal Arnaud, qui est présent ici, qui a aujourd'hui la fonction de responsable de poste sur la station de Lorient. Et voilà, donc je me suis mis dans ces chaussons et j'ai continué le travail qui avait été fait de restructurer le centre technique et de revenir aux fondamentaux du centre technique. On vous présentera tout à l'heure ce que c'est qu'un centre technique et ce que nous faisons nous à IDEMER. Alors je vais passer la parole à Jean-Luc Lavolée, qui est directeur technique. Bonsoir. Je suis donc à IDEMER depuis 1 an et demi. Je suis arrivé quelques semaines avant Cédric. Enfin, j'ai déjà travaillé 15 ans à IDEMER et j'étais parti faire un petit tour un peu dans le privé, on va dire, dans les entreprises de production de produits de la mer, entre autres, conserverie et produits surgelés. Ça fait 25 ans que je travaille dans les produits de la mer. J'ai travaillé un petit peu dans les légumes aussi, mais toujours dans la R&D. Un peu spécialisé dans la R&D depuis une petite trentaine d'années. Voilà. Vous entendez mieux là? Ouais. Non. Alors on va essayer d'élever un peu la voix. Alors on va vraiment se poser dessus alors. Voilà, ça sera mieux pour tout le monde. Comment? Monsieur Allô, bonsoir. Je voulais d'abord commencer par une petite présentation et une petite vidéo sur IDEMER, une petite présentation rapide de la structure. Et ensuite, on rentrera dans ce qu'est un centre technique et ensuite une petite présentation du sujet de ce soir. Donc, je vais commenter en direct un petit peu les images. C'est un centre technique qui est basé à Lorient, qui a été monté en 1987. On va revenir sur le parcours d'IDEMER. Centre technique qui a été monté par les professionnels de la filière en réponse à des problématiques
qui étaient propres à leurs activités. Et le centre technique a pour vocation d'accompagner ces enjeux, on va dire aidés et accompagnés en ça par les collectivités territoriales. C'est un plateau qui fait un peu plus de 2300 m², qui a été construit en tranches en fonction des activités qui ont pu s'accumuler au fil des temps, avec une activité de biotechnologie et une activité de transformation des produits de la mer qui était l'activité première d'IDEMER. Donc vous allez voir s'y côtoyer des produits finis alimentaires, qui sont plutôt liés à la transformation, et puis des compléments, enfin ce qu'on appelle le nutraceutique et les compléments alimentaires, ou autres produits de la valorisation, on va dire, des coproduits. Au niveau des populations, à IDEMER, enfin des compétences qui sont regroupées à IDEMER, vous avez deux équipes en fait, une équipe principale qui est dédiée à la réalisation des pré-séries et tout ce qui est la partie technique, la partie production, on va dire, la transformation, et une équipe qui est plutôt dédiée, elle, à la partie R&D et la partie mise au point. Alors, donc ce soir, on nous a demandé de vous informer et de vous transmettre un peu de savoir autour des problématiques de valorisation des coproduits. Un vaste sujet et pas un sujet qui date d'aujourd'hui. Ça a été un enjeu déjà depuis bien longtemps et ce qui est aussi à l'origine de la création du centre. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui un centre technique, c'est un centre d'innovation technologique. C'est une structure, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, qui regroupe aujourd'hui 18 collaborateurs, qui a des reconnaissances sanitaires, on va dire, qui sont liées à ces activités. Alors j'en ai mis une là, qui est la fabrication d'hydrolysat de produits de la mer. Comme on parle de valorisation, j'ai mis celle-là en avant. Il y a d'autres agréments qui sont liés à la transformation des produits, plutôt produits finis, carnés ou produits de la mer. On a une démarche HACCP qui est en place, c'est-à-dire que c'est pas un gros mot, c'est une démarche qui nous permet aujourd'hui de se cadrer avec les recommandations, les bonnes pratiques qui sont liées à la qualité et à la sécurité des produits. Quand je parle de sécurité, je parle de sécurité sanitaire des produits. C'est-à-dire que dans notre organisation, on a un système qui garantit à chaque étape la fiabilité et la qualité du produit. Alors quand je dis ça, c'est qu'on a un système de marche en avant et que chaque étape fait référence à un processus de qualité qui a été standardisé et qui permet de garantir, quel que soit le produit rentrant, la qualité et la sécurité du produit fini, de la matière première transformée jusqu'au produit fini. L'association IDEMER, c'est une association, loi 1901, qui regroupe un directoire et un conseil de surveillance, a pour objet de coordonner la coopération entre la recherche scientifique et technique et les professionnels de la filière. C'est-à-dire qu'on est un centre de transfert. Un centre de transfert, c'est-à-dire qu'on est à l'interface de la recherche fondamentale, on va dire, de la recherche appliquée et des enjeux et des besoins des professionnels de la filière. C'est en gros une structure par laquelle va transiter le savoir jusqu'à la mise en application plutôt marché, plutôt produit. On réalise des expérimentations sur différentes techniques en vue d'adapter de nouveaux principes, de nouveaux protocoles. En gros, c'est là où on va aussi venir expérimenter avec des équipementiers de nouveaux principes de conservation du poisson, de nouveaux principes de transformation du poisson. Et c'est aussi une plateforme, on va dire, qui permet de regrouper les attentes de ces équipementiers en termes de gains et de valeur ajoutée sur leur savoir. On a aussi pour vocation, et c'est ce qui est nouveau, d'avoir une mission d'intérêt général. C'est une part de nos financements. On a un financement privé important, mais on a aussi un financement public. Et ce financement public-là, il est dans le cadre de ce qu'on appelle une mission d'intérêt général. Cette mission d'intérêt général, elle a différents niveaux. Elle est entre autres d'assurer la diffusion d'informations et de documentation et le transfert de savoir. C'est-à-dire de pouvoir
diffuser une fois qu'on le permet, une fois que le développement et la R&D a avancé et qu'on n'est plus soumis à la confidentialité ou à l'exclusivité, de pouvoir mettre, on va dire, dans le giron et dans le pot commun les savoirs et les avancées technologiques pour le compte des industriels qui pourraient avoir des besoins similaires. On peut également contribuer au développement et à la promotion de la filière, c'est-à-dire qu'en étant interface de ce qui se passe en amont, on est aussi interface de ce qui se passe en aval et des besoins de l'industriel, de savoir où sont les marchés, quelles sont les nouvelles dynamiques, quelles sont les nouvelles attentes du consommateur. Et puis après, tout ce qui est lié à la propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va développer des concepts, différents savoirs, que l'on va piloter et réaliser des développements avec les industriels, eh bien, on organise aussi la protection de ces savoirs-là. Je vous parlais de confidentialité. On diffuse que lorsque le R&D le permet et que lorsque l'industriel a son avancée technologique libérable, on va dire. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, concrètement, un centre technique, ça met au point des produits finis. C'est-à-dire qu'on peut optimiser les formulations, on peut tout à fait contribuer à valider les durées de conservation, à calculer les coûts matières, les coûts production et à déterminer, on va dire, les prix de revient. Alors un prix de revient, c'est important. Dans une phase de R&D, c'est ce qui va définir ou non ce qu'on appelle maintenant le go-no-go, c'est-à-dire la réalisation ou non du projet. La mise au point permet, avant de passer sur un stade de pilote et d'engager des quantités de matières premières, de définir quels sont les enjeux financiers et économiques aussi de ce développement-là, tant en termes de gains qu'en termes de coûts et de dépenses. L'obligation qui nous est faite quand même, c'est que ces projets ils soient rentables pour l'industriel. C'est un peu la condition sine qua non. On y reviendra tout à l'heure, la valorisation des coproduits. Alors c'est un enjeu important, deux voies d'entrée, on va dire, des projets IDEMER. Soit une valorisation des biomasses, je suis industriel, ou je suis coopérative, pêcheur, ostréiculteur, je ne sais quoi, j'ai une biomasse disponible et je ne sais pas qu'en faire ou j'aimerais trouver une valeur ajoutée supplémentaire. Je fais du filetage de poissons, j'ai des déchets ou des coproduits et des sous-produits qui sont générés de cette transformation-là. Qu'est-ce que je peux faire de mieux aujourd'hui pour que ça ne soit plus une charge dans mon compte des résultats en tant qu'industriel, mais que ça devienne pourquoi pas une recette, et voire une recette encore plus intéressante que celle que je peux avoir aujourd'hui. Donc c'est vraiment la course à la valeur ajoutée. D'où un protocole qui est relativement simple, c'est qu'on va définir les bilans des différentes voies de valorisation, on va mettre au point un procédé ou un traitement nécessaire à cette valorisation, on va qualifier le produit, c'est-à-dire qu'on va venir le caractériser, le définir, lui donner on va dire une existence entre guillemets pour un consommateur, en faire une production pilote, c'est le prototype, c'est le one shot, c'est le premier test, grandeur nature. On passe du stade petite gamelle de 10 litres ou 10 kg à un stade où on va commencer à manipuler des matières premières en plus grande quantité pour lever un peu tous les freins industriels qu'il peut y avoir, qui pourront se présenter après dans une voie de process industrielle. Ensuite, on va réaliser les pré-séries et les tests marchés. Alors, la pré-série industrielle, c'est ni plus ni moins que la répétabilité et la standardisation, on va dire, du pilote. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un pilote, on va s'assurer que derrière, c'est répétable et que pour l'industriel, il aura toujours la même qualité de produit, mais aussi les mêmes coûts et les mêmes contraintes. Le test marché, c'est ce qui peut être demain commercialisé et qui pourra en effet faire la preuve que le concept est bon. Si le consommateur, et aujourd'hui on est quand même clairement là-dedans, si le consommateur adhère, eh bien le marché peut s'ouvrir et donc le transfert peut être assuré. Et on peut accompagner dans ce cas-là cette décision de mise sur le marché ou le transfert industriel, c'est-à-dire l'appropriation par l'industriel du protocole qui a été mis en œuvre avec une durée ou non, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un stade qu'il décide lui, une récurrence dans les pré-séries, et une fois que lui a son volume attendu, son financement, son feu vert, eh bien lui, il pourra prendre en main le protocole. D'où la pré-série industrielle, donc des volumes suffisants. C'est-à-dire que, à la différence de beaucoup de centres techniques, IDEMER a un atout, c'est qu'il a un outil, quasiment une petite usine, et que cette petite usine, elle sort des volumes. Et qu'aujourd'hui, il y a des industriels, il y a des
des clients et des adhérents qui utilisent ces volumes-là et qui génèrent un chiffre d'affaires et qui génèrent leur propre activité. Voilà. Et enfin l'expertise. Donc là, l'expertise, c'est tout ce que l'on a pu acquérir comme savoir, tant autour de l'organisation du projet, c'est-à-dire la démarche HACCP, la démarche qualité, la viabilité du concept, que sur la partie technique, c'est-à-dire l'organisation de la ligne de production, les contraintes en termes d'approvisionnement, le sourcing des matières premières, etc. Voilà. Alors pour regrouper tout ça dans un petit schéma, j'aime bien les schémas, vous allez le voir tout au long de la soirée, il y a on va dire un point de regroupement qui est important à IDEMER, c'est les produits de la mer et la qualité, ce que j'appelle la qualité food sous agrément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on manipule des matières premières qui ont une qualité alimentaire qui nous permet de générer des produits finis consommables. Donc on est avec une qualité nutrition humaine, ce que j'appelle le food, nutrition humaine. Ça n'interdit pas d'aller faire des ingrédients ou des produits qu'on va vous présenter après qui sont accessibles au marché du pet food et du feed. Alors le pet food, c'est nutrition de vos animaux de compagnie, et le feed, c'est plutôt la nourriture, l'alimentation de l'élevage. Mais l'organisation qualité permet d'avoir, on va dire, le maximum de qualité, le maximum je reviens toujours sur le mot qualité, mais le maximum de précaution dans l'organisation de la production et donc dans la qualité du produit fini. Sous agrément, ça c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les vétérinaires viennent nous ausculter régulièrement pour voir si on travaille toujours selon les principes que l'on a écrits dans notre demande d'agrément. Deux activités, une activité de biotechnologie et une activité de transformation alimentaire. Transformation alimentaire, où on retrouve les mêmes étapes, la mise au point, l'expertise, l'industrialisation, la pré-série, dans un cycle, on va dire, vertueux de développement, ce que j'appelle la R&D, sachant qu'on n'est pas, un centre technique n'est pas recherche proprement dit, il est plutôt développement que recherche, même si on participe au cycle de R&D. Notre travail, c'est quand même bien d'assurer ce transfert et de pouvoir l'emmener jusqu'au stade marché. Voilà, petit rappel de tout ça dans notre rôle au sein de la filière des produits de la mer sur le territoire breton. Alors si on en vient à notre état des lieux des coproduits valorisés, voilà, vous êtes venu entendre parler de coproduits. Voilà, déjà qu'est-ce qu'un coproduit, qu'est-ce qu'un sous-produit, déjà bien faire la distinction des choses, et puis d'où ça vient. Si je fais un petit focus sur la production française, on est autour de 710 000 tonnes par an de produits pêche, poisson, crustacés, coquillages. La Bretagne est la première région de pêche française. Lorient a été classé récemment le premier port français aussi, le premier port de pêche français. Il y a environ 176 000 tonnes, c'est des évaluations de pêche fraîche en 2012, et le port de Lorient, c'est 27 000 tonnes débarquées sur l'année 2013. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ce poisson-là? Eh bien, il y a des opérations de vente et des opérations de transformation. C'est de là que viennent nos fameux coproduits et nos fameux sous-produits. Les poissons peuvent être vendus en l'état, mais ils vont aussi subir quelques petites transformations. C'est-à-dire qu'on va commencer à prélever les matières les plus nobles, valorisables dans la chaîne de vente directe, on va dire. Ce que vous achetez, c'est pas forcément la tête, les arêtes, la queue, les viscères, c'est plutôt les filets, plutôt les parties charnues et protéiques. Donc nous, ce que l'on va considérer, c'est ces déchets-là, enfin, ce qu'on appelle nous les retraits de criée, les retraits marailleurs, saleurs, conserveurs, tout ce qui est lié à la transformation. Donc une fois que le poisson est passé dans une chaîne de transformation, on considère que c'est à peu près 50% des tonnages considérés. Quand vous débarquez, il y en a 50% qui sont valorisables. 50%, c'est une grosse variable, mais en gros, c'est 50% du poisson qui finit dans votre assiette. Le reste, c'est les voies de valorisation qui sont intéressées à les valoriser et à leur donner une seconde vie. On estime donc, voilà, c'est un calcul qui est large, hein, une grosse fourchette, entre 70 000 et 50 000 tonnes à l'année de coproduits générés par ces opérations. Donc je parle de quoi? Je parle des viscères, des peaux, des têtes, des arêtes, etc. J'ai fait un petit comparatif entre les origines de sous-produits au niveau national. Donc on est à peu près 46% de poissons blancs, 15% de poissons dits cartilagineux. Donc les poissons cartilagineux,
C'est la raie, les squalidés, enfin les requins, la roussette, etc. Les poissons qui sont dits, entre guillemets, des poissons osseux, mais qui ont un cartilage et une ossature vraiment entre grosses guillemets. 26% de salmonidés et 12% de poissons bleus. Dans le petit graphe à côté, vous avez la répartition sur les ports, mais en Basse-Normandie. Donc là, vous voyez qu'on a principalement, sur les ports de Basse-Normandie, du poisson blanc et du poisson cartilagineux. C'est le cas sur l'Orient aussi. Voilà, sur l'Orient, c'est principalement... Alors, on a contribué à une étude de faisabilité d'un outil de valorisation sur le port de l'Orient. Le port de l'Orient, vous voulez savoir... alors, c'est un peu un serpent de mer sur l'Orient, mais vous voulez savoir s'il n'est pas opportun de créer un outil de collecte et de première valorisation pour essayer de regrouper ces coproduits. Et donc, une partie des chiffres que vous allez voir sont issus de cette étude qui a été rendue en fin d'année dernière. Il faut savoir que dans le coproduit, à partir du moment où vous dites que vous montez une voie de valorisation, eh bien, le nerf de la guerre, ça va être de pouvoir garantir cette masse de matières premières. C'est vraiment l'enjeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez monter une chaîne de valorisation, vous allez investir en équipement, en hommes, j'allais dire en bonhomme, en hommes et en moyens. C'est cette chaîne qui va être importante, mais qui va dépendre essentiellement d'une seule chose, c'est que la matière première soit toujours disponible. Et on est dans un métier qui est quand même un peu soumis aux aléas de la pêche. On l'a vu là pendant les 2 premiers mois de l'année 2013, où pour des raisons de tempête, les bateaux sont moins sortis, voire pas sortis beaucoup. Et du coup, il y a eu une tension sur le marché du coproduit. Parce qu'il existe aujourd'hui un marché du coproduit, il faut le savoir. Donc, pour aborder un peu cette question-là, je vais reprendre mes petits schémas. On débarque ou on importe des produits de la mer. Ces importations passent par des transformateurs. Il y a ensuite une chaîne qui passe par des collecteurs. La collecte avec ou pas de tri, c'est-à-dire avec ou sans tri de ces coproduits-là, qui va nous permettre d'alimenter les valorisateurs pour la production de coproduits. Alors, on va rentrer dans ce qu'est quelles sont les voies de valorisation du coproduit, mais ces valorisateurs vont ensuite aller vers des distributeurs qui permettront de faire du commerce de gros ou de détail sur ces valorisations-là. Je parle de valorisation au sens large. Vous allez voir qu'après, c'est très segmenté. On peut passer éventuellement par des assembleurs ou des formulateurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va faire un ingrédient, cet ingrédient, il va passer par le valorisateur qui va le mettre sous un stade bien défini. Et vous avez un petit exemple devant vous sur la table, vous pourrez voir en sortant. Vous avez les différents stades de valorisation, par exemple du cartilage ou d'arête. Il y a des stades de transformation et ça peut nécessiter, sur certains marchés qu'on appelle le marché de la nutrition santé et du nutraceutique, de passer par des assembleurs et des formulateurs. Des gens qui vont aller chercher ces ingrédients-là, qui vont les assembler, qui vont faire un produit qui sera consommable, par exemple, pour l'alimentation humaine. Alors, coproduit, sous-produit. On va faire simple. Un coproduit, c'est valorisable et vous pouvez l'ingurgiter, vous pouvez l'ingérer. Un sous-produit, c'est presque un déchet. Un sous-produit, on va y retrouver différents éléments. Les viscères, on va surtout y trouver des choses qui vont alimenter les marchés du pet food et de l'élevage. C'est-à-dire qui ont des contraintes de préservation et de sécurité sanitaire moins importantes que celles que vous pouvez avoir quand vous êtes utilisateur du produit final. Ça conditionne beaucoup de choses. Ça va conditionner toute la chaîne de collecte, de regroupement, de conditionnement et de logistique vers les valorisateurs. C'est très important parce que ça veut dire qu'on va y dépenser un petit peu d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un coproduit, pour pouvoir le valoriser, eh bien, il va falloir y mettre un peu d'énergie. Je parle d'énergie au sens large, c'est-à-dire de l'énergie humaine et de l'énergie aussi en froid, parce qu'il va falloir le glacer, il va falloir le mettre en bac, il va falloir l'acheminer dans des conditions et des délais qui sont compatibles avec l'utilisation qui va en être faite. Quand on travaille par exemple sur ce que j'appelle plus de la cueillette aujourd'hui chez les marailleurs, alors c'est pas péjoratif, mais en gros chez un marailleur, on va venir chercher le poisson qui a été débarqué et qui a été fileté du jour. Donc on va venir collecter en fin de matinée sur des petits ateliers. Il faut absolument que l'état sanitaire du poisson soit au maximum, c'est-à-dire qu'il soit réfrigéré, qu'il soit pourquoi pas trié et que l'on ait une séparation des genres entre les sous-produits et les coproduits. Si dans un bac je retrouve des viscères, des têtes d'épeaux, etc.,
je ne peux pas utiliser ces têtes, ces pots pour des voies à forte valeur ajoutée. Juste pour exemple, je vous ai mis, alors vous avez toute une chaîne de traçabilité qui en découle forcément, c'est un produit que vous allez ingérer, donc on doit avoir les mêmes critères de sécurisation que dans une chaîne de valorisation produit fini, on va dire noble, même si je trouve que c'est un petit peu galvaudé, mais donc il y a un cahier des charges qu'il va falloir définir. Un cahier des charges pour la préservation des espèces, pour le tri, pour la séparation des coproduits. Je ne prends pas toutes les têtes, je ne prends pas toutes les arêtes, je vais prendre les arêtes de telle espèce, plus que d'une autre, etc. Donc il y a vraiment une notion de tri. Un coproduit aujourd'hui, ça se valorise, et ça se valorise. C'est des exemples de prix qu'on a trouvés sur la basse Normandie. Une tête de saumon, c'est en gros 1 € du kilo. Une chute de saumon, voilà, entre 1 € et 1,2 €. Vous avez certaines espèces, on est entre 20 et 30 centimes du kilo. Ce sont des prix moyennés, mais grosso modo, c'est ce que coûte aujourd'hui un coproduit quand vous allez l'enlever chez un transformateur. C'est-à-dire que lui, il a fait ce qu'il faut pour que vous le preniez dans les bonnes conditions, mais c'est une recette, c'est une ligne de recette dans son compte de résultat. Et ça, c'est important, c'est maintenant, aujourd'hui, ça définit le marché. Alors, je reviens sur ma nature de coproduit. J'ai mon poisson qui sort de l'eau, je vais avoir entre 1 et 3% de peau, entre 15 à 20% de chute de filetage, en fonction du rendement de filetage, manuel ou automatisé. Ça change beaucoup la donne aujourd'hui sur certains coproduits. Quand on vient travailler des coproduits filetés sur des chaînes automatiques, les rendements sont meilleurs. Et souvent, nous, on a moins de protéines derrière. Alors, je vais vous expliquer en quoi ça va venir perturber mon processus de valorisation. Les têtes, 9-12%, l'arête centrale, 9-15%, et les viscères. Voilà. Vous avez en bas à gauche justement les petits bacs IDMR de marée, où moi je viens récupérer mes coproduits. Donc c'est des bacs qu'on met à disposition, qui sont chez les marailleurs, qui nous remplissent, qu'on glace et qu'on vient chercher quasiment dans le délai de 24 heures. Petit camembert, répartition des coproduits et des voies de valorisation sur le port de Lorient. Alors c'est intéressant. Vous allez voir que les coproduits qui génèrent une valorisation à forte valeur ajoutée représentent en pourcentage une part faible de ce qui est valorisé sur le port. Aujourd'hui, il faut savoir que 44% ça part en farine. Farine pour la nutrition animale. Voilà. Donc un coproduit qui arrive sur le port, il a 50% de chance de finir dans une farine. Il y a aujourd'hui des opérateurs d'importance qui collectent ces coproduits-là et qui vont directement sur des sites de grosse production, comme on peut avoir par exemple sur Concarneau, fabriquer de la farine ou valoriser des huiles. Ensuite, on va avoir des voies de valorisation qui se répartissent sur la gauche. Alors vous avez 12% pour l'alimentation animale. Alors là, c'est une spécificité sur l'Orient et sur une partie de la Bretagne, c'est qu'on a des élevages de visons et ça aime bien certains coproduits, principalement les coproduits de raie par exemple. Et c'est une voie importante. C'est une voie qui valorise en plus bien, parce que le produit fini, c'est de la fourrure. Donc les prix d'achat de ces coproduits-là sont importants. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle alors une répartition entre des appâts à 9%, une répartition entre les appâts, les extraits hydrolysats et les hydrolysats appétants. Hydrolysats appétants, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié au bien-être de l'animal. C'est-à-dire qu'on va venir en faire, en gros, des enrobés pour faire des croquettes qui vont permettre d'alimenter les chiens, les chats et les animaux d'élevage. On va avoir ensuite des extraits des hydrolysats cosmétiques et nutraceutiques. Là, on tombe dans la nutrition humaine. C'est-à-dire qu'on va avoir des produits nutraceutiques, c'est nutrition santé. C'est-à-dire que tout ce qui est complément alimentaire, qui est là pour votre bien-être. Donc vous pensez bien que ce n'est pas la même nature de coproduit. Enfin, en tout cas, on y fait plus attention. Extrait hydrolysat, on va vous définir tout ça après. Ensuite, des hydrolysats aromatiques. Donc là, on est plutôt dans ce qu'on appelle l'aide culinaire. C'est des arômes renforcés qui peuvent éventuellement arriver dans des plats préparés ou dans des petites soupes ou dans des petites poudres que vous allez utiliser pour faire vos fonds de sauce, vos fonds de soupe ou pour venir doper vos plats. 2% de sous-pieds, c'est relativement faible sur l'Orient. Voilà la répartition. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre et à me poser des questions si je ne suis pas assez clair ou s'il y a des points que vous voulez approfondir. Petit camembert du bas, vous avez une petite répartition. Alors c'est toujours pour vous poser un peu les idées avant qu'on rentre dans le débat. Entre le poisson cartilagineux et le poisson blanc. Voilà.
on est en gros sur 19% contre 81% de poissons blancs sur le port de Lorient. Voilà la répartition des espèces pêchées, débarquées. Ensuite, vous avez une valorisation financière des coproduits. Alors c'est un petit calcul que Jean-Luc s'est amusé à nous faire entre les valorisations. Alors, le cumul autre, APA, enfin, faut pas trop s'arrêter dessus, mais si vous regardez au moins les 7 petits histogrammes en amont, donc vous voyez la part en fait en euros, comment on valorise ces coproduits. Donc vous avez vu tout à l'heure, farine, 44%, c'est ce qui est le moins bien valorisé. Voilà. Donc c'est vraiment un marché de masse. En proportion, vous regardez extrait cosmétique et nutraceutique ou hydrolyse aromatique, c'est ce qui est le mieux valorisé. Ça représente 9% pour chacun de la part des coproduits. C'est là où se fait l'échelle de valorisation. Donc bien souvent, et dans le coproduit c'est vrai, plus c'est rare, plus c'est cher. Plus ça nécessite du volume aussi. Alors on va rentrer on vous expliquera ça dans très peu de temps, mais l'hydrolyse et certains principes que l'on va mettre en place ou utiliser pour venir valoriser les coproduits, ils sont aussi coûteux en énergie, en process, en intermédiaire, en auxiliaire technologique, etc. C'est-à-dire que voilà, on va y mettre de l'argent pour pouvoir faire cette valeur ajoutée. Voilà la pyramide de valorisation que l'on peut tirer de ce petit constat. Une partie détruite, la grosse part des farines, du pet food, de l'ingrédient, de l'arôme, et ensuite vous avez on va dire le haut du panier, la nutrition santé, la cosmétique et la pharma, avec la répartition entre ce qui est lié à l'animal et ce qui est lié à l'homme. Alors là, c'est un petit schéma qui nous permet de repartir de notre produit brut, donc toujours mon petit poisson de tout à l'heure, que l'on a tout en haut. Il va y avoir des retraits, ça peut être lié à la destruction directe. C'est-à-dire que cette destruction-là, elle ne peut pas rentrer dans l'alimentation humaine, elle ne peut pas faire du complément alimentaire, elle peut éventuellement faire de l'alimentation animale, et puis autrement, elle peut alimenter d'autres secteurs de valorisation. Alors on a mis en vrac la méthanisation, la pas de pêche, l'ensilage, l'application agricole, les tanneries, etc., etc. Il y a certaines voies qui viennent directement chercher le coproduit, même en qualité très dégradée. En alimentation animale, sur ces voies de destruction, on va venir chercher de quoi faire de l'huile, mes fameuses huiles et mes fameuses farines. Voilà. Il y a différents niveaux aussi dans la qualité de ces farines et de ces huiles. Ensuite, je vais venir le fileter, mon poisson. Donc on va partir sur la droite et je vais avoir d'un côté les raquettes, les viscères, le foie et la peau. Si je pars des raquettes, je peux avoir ensuite des process de séparation mécanique. C'est-à-dire que je vais venir séparer mon poisson encore un peu mieux entre les arêtes, entre la tête et entre la chair sur les arêtes, etc. Ça va alimenter ces différentes voies. Et vous voyez à chaque fois que ça va venir matcher ou pas avec les obligations que je peux, les contraintes que je peux avoir pour la nutrition humaine, pour le complément alimentaire, etc. Donc si je prends l'exemple par exemple des têtes, une tête de poisson, ça peut se vendre en direct. Ça peut se vendre en direct pour faire de l'alimentation humaine. Ça peut même faire de la nutraceutique. C'est-à-dire qu'on va venir dans ces têtes-là, mettre en place des process d'hydrolyse et venir découper les chaînes peptidiques pour venir valoriser des ingrédients, des peptides, ou venir valoriser des molécules qui sont intéressantes dans ces têtes-là. Si je prends du poisson gras, on va venir chercher l'EPA, la DHA, des phospholipides, on va venir chercher des oméga 3, on va venir chercher des molécules qui peuvent être intéressantes pour l'homme. Complément alimentaire, l'extraction des huiles par exemple, toujours sur mes têtes, je viens chercher mon huile ou mes molécules ou mes déshydrolysats, même chose, etc. Donc je vais passer maintenant sur les viscères pour vous reprendre l'exemple. La viscère, c'est relativement compliqué à travailler, donc ça peut être très intéressant quand on veut faire de la très forte valeur ajoutée sur certaines molécules qui sont essentiellement présentes dans les viscères de certains poissons. Mais c'est un coproduit qui manque de stabilité, qui est relativement contaminé et qu'il faut quand même préserver au moment où on va venir le collecter et commencer à le travailler. Donc en alimentation humaine, c'est particulièrement compliqué. En complément alimentaire, on peut le faire, mais il faut vraiment prendre de grandes précautions quant à sa préservation et à son transport. Et en alimentation animale, même chose. Mais là, du coup, on a un effet de dilution. C'est-à-dire que les contaminants sont moins impactants au regard des volumes qui peuvent être utilisés et réinjectés, on va dire, dans la nutrition, dans l'alimentation animale.
Alors, on va reprendre rapidement les différents points. Donc, je suis là sur mon poisson. Qu'est-ce qu'on peut tirer à un premier stade? On a vu de la farine. Eh bien, ces intrants, c'est quoi? Ce sont des déchets de filetage. Tête, arête, quelques écailles, quelques viscères, les invendus de la criée, les refus de fabrication à base de poissons crus, etc. Tout ça, c'est en gros les différents coproduits, la matière première que je vais pouvoir, ou que certains vont pouvoir travailler, parce que ce n'est pas IDEMER en propre, pour valoriser. On va prendre un petit exemple sur un rendement d'une tonne. Sur une tonne de ces déchets de filetage et coproduits en tout genre, on va valoriser à peu près 200 kg de farine et à peu près 70 litres d'huile. Pour fixer les choses, vous avez vu 44% sur le port de Lorient. Si je ramène ça un peu à l'échelle humaine, à l'échelle internationale, le secteur de l'aquaculture a consommé en 2006, alors c'est des vieux chiffres, mais 56% de la production mondiale de farine et de poissons. Voilà, c'est quand même relativement important. Cette destination-là, cette farine que l'on va fabriquer, eh bien, c'est bien pour nourrir les poissons. Deuxième élément intéressant, on va monter d'un cran. Donc j'étais sur ma farine, je vais passer au stade que j'appelais pet food. Donc je vous ai mis un petit chat en bas en train de manger une belle petite pâtée humide. Eh bien, ce sont mes sous-produits de filetage, tête, arête et quelques invendus de criée. Je vais commencer ainsi à les valoriser avec une sélection au niveau des espèces. Ça peut être intéressant d'aller regarder ce qui se fait dans le saumon, dans le thon, des poissons blancs, des poissons bleus. On va commencer déjà à avoir une notion de tri et de séparation des coproduits. Après, c'est du broyage, de la congélation au pain, enfin, c'est des process relativement simples, entre guillemets, peu technologiques et peu techniques, qui vont commencer à valoriser ces pâtes sous forme de hachis principalement, avec un rendement à la tonne, une tonne de hachis vendue aux fabricants du pet food, et une marge de valorisation entre 80 et 150 € la tonne. On y a mis un peu de process quand même derrière. On va commencer à attaquer, on va dire, le haut de la pyramide, l'alimentation humaine. Je vous ai mis deux exemples et j'ai volontairement été un peu provocateur sur mon choix d'image pour les pulpes de poisson. C'est une photo qui a été tirée d'un reportage que vous avez sûrement vu à Envoyé spécial il n'y a pas très longtemps, qui parlait de la valorisation des pulpes et principalement du saumon et des poissons blancs. Juste pour vous dire qu'on peut éventuellement vous faire avaler n'importe quoi, mais c'est souvent du côté des médias que ça se passe. Ce sont quand même aujourd'hui des process qui sont relativement contrôlés. Donc la pulpe de poisson, il faut savoir que vous l'avez quand même dans beaucoup de vos produits finis, les bâtonnets des enfants, mais également d'autres plats cuisinés, etc. Et qu'on y fait quand même relativement attention, on ne mélange pas... On évite de mélanger les espèces. Alors il y a différentes qualités de pulpe, bien sûr, mais aujourd'hui, les pulpes de poisson, de tout poisson blanc, les pulpes de poisson, ça nécessite un tri en amont, mais c'est quand même quelque chose qui nous vient des pays nordiques, qui est relativement calibré, standardisé, et qui vous permet de déguster certains plats en toute sécurité sanitaire, bien sûr. Il faut savoir juste pour la petite histoire que dans le process que vous avez vu peut-être dans ce reportage-là, il y a eu une confusion des genres entre une pulpe de poisson qui était commentée et les images qui ne collaient pas du tout, parce qu'on était sur un process plutôt très bas de gamme qui ne correspondait pas du tout au produit qui était annoncé. Je vous ai mis une notion de rendement. C'est important parce que plus on va aller vers la voie royale des produits pharma, cosmétiques et nutraceutiques, plus les rendements vont être faibles. Et puis sur certains hydrolysats, les rendements sont vraiment franchement faibles. Sur certains nutraceutiques, on peut avoir des rendements qui sont inférieurs à 2%. C'est-à-dire que pour pouvoir générer une certaine quantité de produits, eh bien, je vais avoir que 2% de rendement, c'est-à-dire que je vais devoir rentrer un certain volume important de coproduits et de matières premières. Voilà. Pour aller chercher une molécule à forte valeur ajoutée, eh bien, peut-être il faut brasser des fois des tonnes de coproduits pour pouvoir aller chercher le petit peptide qui vous permettra d'avoir une peau plus belle ou de fortifier votre squelette. C'est important à savoir. Alors je reste dans l'alimentation humaine. J'ai mes pulpes de poisson. Alors en production aujourd'hui et en transformation, enfin, je sais pas si Jean-Luc peut compléter. L'utilisation qui en est faite est quand même relativement importante. Il faut savoir qu'une pulpe de poisson, c'est un produit courant transformé par
par beaucoup d'entreprises. On en a quand même pas mal sur le port de Lorient et autour de Lorient qui le transforment. Les destinations, c'est... Dans les terrines, dans les poissons panés notamment, on peut retrouver produits reconstitués. Et alors bon, si on peut rentrer le surimi dans cette famille-là, hein, même si c'est pas produit à partir de coproduits, c'est plutôt à partir de poissons, enfin beaucoup de chair. Hein. Et donc oui, c'est ça, surimi, terrine, et puis poissons panés notamment. Des steaks aussi, on peut retrouver des steaks reconstitués. Donc voilà pour mes pulpes. Et on va encore grimper un échelon. Là, on va aller côtoyer la nutrition humaine dans tout ce qu'elle a de culinaire. Alors, les aides culinaires pour les top chefs qui sont parmi vous, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va valoriser des têtes, des arêtes de poisson, certains crustacés, et par des processus de broyage, d'hydrolyse, de filtration, de concentration. Là, on commence à mettre un peu de process. Là. Eh bien, on va pouvoir vous générer ce qu'on appelle du PAI, mais ce qui, vulgairement, pour vous, c'est l'extrait ou des hydrolysats concentrés. En gros, c'est des arômes. C'est des arômes fortifiés, renforcés, dopés. Et quand vous voulez faire un fond de sauce ou un fumet de poisson en gagnant du temps, eh bien, vous allez utiliser ces fumées-là. Et ce sont des produits qui peuvent être valorisés par exemple, des transformations à partir de crustacés nobles. Alors, il y a des voies de valorisation, par exemple, pour les crustacés, comme le homard, la langouste, qui sont des crustacés nobles et à forte valeur ajoutée, qui peuvent être tout à fait valorisés à partir des propres coproduits de décortiquage. C'est-à-dire que, pour l'instant, je vous ai parlé que du poisson, mais sur le homard, par exemple, on est capable de valoriser quasiment 100% de ce qui va être décortiqué du homard, c'est-à-dire la carapace, la tête, les antennes, voilà. Tout ça, ça peut servir et contribuer à venir fabriquer mes petits concentrés aromatiques et mes extraits, entre autres choses. Ensuite, je vais passer à la partie nutraceutique, les compléments alimentaires, ce qu'on appelle la médecine naturelle, la cosméceutique. Enfin, là, on est dans tout ce qui est ingérable, qui est de près ou de loin lié, alors il y a des connaisseurs dans la salle, de près ou de loin lié à votre bien-être, que ça soit par ingestion, principalement par ingestion, soit de peptides, on va dire, ou de molécules d'intérêt que l'on va venir soit chercher par des process simples, soit que l'on va venir processer et que l'on va venir découper dans la matière première qui nous est mise à disposition par ces coproduits-là. Alors je m'explique. Les entrants, ça peut être des écailles, des peaux, des nageoires, des cartilages, des arêtes, etc. Là, on va être sur des principes relativement simples qui vont permettre de valoriser, par exemple, le collagène natif présent dans certains coproduits, comme les écailles par exemple, ou d'autres éléments que l'on va pouvoir trouver dans le cartilage des poissons. Alors c'est quoi? C'est un poisson que je récupère. Alors, on va prendre mon cartilage, je vais prendre une raie qui va sortir d'un atelier de marée, un atelier de filetage. On lui a prélevé les ailes, parce que ça c'est bon pour nous. Et puis nous, ce qu'on va récupérer, c'est tout le reste, la tête, la queue, les arêtes. Donc ça ressemble à un violon qu'on aurait un peu découpé sur les côtés, il ne reste plus grand-chose. Et ben, de ce coproduit-là, on va venir séparer en fait, les reliquats de protéines, tout ce qui va rester, tout ce qui fait encore un peu la peau et la chair, et qui est pris sur ce cartilage-là, qui est pris sur le squelette entre guillemets du poisson. Donc on va venir mettre en place des systèmes qui sont relativement simples, c'est comme une grosse cuisson au bain-marie, et on va venir séparer la protéine du cartilage. Le cartilage a une voie de valorisation. Ça peut faire certains compléments alimentaires avec différents process intégrés. Et puis la protéine, elle peut aussi avoir une destination. C'est-à-dire que moi-même, quand je vais commencer à traiter du coproduit, eh bien, je peux avoir une séparation des genres entre les produits nobles et puis les coproduits de mes propres process, auxquels il est très intéressant et surtout nécessaire de trouver des voies de valorisation également. Donc cette protéine que je vais séparer de ma raie, là, elle peut très bien faire une base d'appétant pour des enrobés de croquettes, pour l'élevage par exemple, ou pour la nutrition. Donc on essaie toujours de trouver quoi faire, enfin, ce qu'on peut faire avec le coproduit. Alors, c'est une forte consommation dans les pays anglo-saxons, un marché qui est en expansion sur le marché européen, même si on a encore un peu de mal avec le nutraceutique. Je pense que certains pourront attester de ça. Le marché français n'est pas encore ce qu'il devrait être
peut-être sur le complément alimentaire, il y a certaines populations asiatiques qui ont plutôt accès à ce genre de compléments et de supplémentation, ce qui n'est peut-être pas, pas forcément le cas chez nous. Je vous ai mis un petit exemple de collagène marin. Voilà, c'est une petite boîte avec des gélules, 100% calcium de poisson et hydroxyapatite marine, donc tiré d'écailles de poisson, contenant du calcium, du phosphore, du magnésium, etc. Donc un enrichissement de l'alimentation intéressant sur ces composés-là, avec une petite boîte. Voilà, on est à 200 par boîte, avec un dosage à 300 mg. On est de l'ordre de 9 euros pour ma petite boîte là. Voilà. Là, on a commencé à grimper dans la chaîne de valorisation. Un coproduit qu'on a pu valoriser tout à l'heure, vous avez vu, entre 20 et 30 centimes, qu'on a pu acheter chez le transformateur. Et bien déjà, on lui a donné un coût. Alors, il y a du process, certes, mais on lui a donné un coût qui peut être intéressant et qui, en plus, va retrouver la voie de la filière alimentation humaine. Alors là, je vous ai listé, c'est non exhaustif. C'est pas, voilà, je ne voulais pas non plus rentrer trop dans le détail des choses. Ce sont des composés, ce sont des éléments que l'on va pouvoir venir valoriser dans nos coproduits. Alors vous avez de la chitine, du chitosan. Alors c'est principalement issu des carapaces et des crustacés. On est sur des rendements relativement faibles. Ça s'utilise en cosmétique, en pharma, mais j'ai mis aussi en agent floculant. Enfin, la chitine est aussi un agent floculant qui est utilisé éventuellement. Alors, dans quoi il y a certains principes de vinification et de clarification du vin qui permettent de floculer les insolubles et certains déchets grâce à la chitine. Ensuite, on peut avoir le cartilage de poisson. Le cartilage de poisson est tiré donc de mes fameux poissons cartilagineux, raies, requins, sikis par exemple. C'est riche en chondroïtine et en collagène de type 2. Ça s'utilise sous forme de complément alimentaire. J'ai mis confort articulaire, j'ai mis nutri-cosmétique, etc. Vous avez quelques exemples d'ailleurs de produits finis à côté, donc peut-être des produits que vous utilisez qui peuvent venir complémenter votre alimentation. Du collagène, donc là c'est tout le tissu conjonctif des peaux de poisson que l'on va pouvoir entre autres choses, c'est pas non exhaustif, utiliser en capsule. Alors il y a deux types de collagène, il y a le collagène dit natif qu'on va venir chercher directement dans le coproduit en processant l'écaille ou la peau, et puis du collagène hydrolysé, où là on va venir travailler. Alors depuis tout à l'heure vous m'entendez parler d'hydrolyse, je vais vous expliquer ce que c'est dans quelques instants. Voilà, et je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais voilà, dans mes coproduits déjà vous avez une liste non exhaustive de valorisation, et là on est dans de la valorisation plutôt forte. Quel niveau vous rattrapez les carapaces de crustacés? À quel moment ça rentre dans le process? Parce qu'on voit tous les crabes partir chez le poissonnier. Ouais. Ça vient chez moi, par exemple, et chez moi la poubelle. Donc ça non, ceux-là je ne les vois pas passer. Non. Je ne les vois pas passer parce que là du coup c'est un vrai déchet. Et puis il n'y a pas encore... alors d'abord, je n'irai pas fouiller dans votre poubelle pour faire un produit, parce que là du coup on va vraiment tirer... les critères bactériaux, microbiologiques, etc. ne sont absolument pas respectés. Non. Mes coproduits, les crustacés par exemple, soit c'est des invendus, soit c'est de la sous-taille, soit c'est du sous-quota, soit c'est des... ou alors c'est du décortiquage. Et c'est sorti décortiquage. C'est-à-dire que le transformateur qui va le traiter comme une matière première, qui va venir le décortiquer. Alors il n'y a plus de décortiquage manuel en France, mais il y a encore un peu de décortiquage sur des coproduits de crustacés nobles, pas très loin d'ici, sur Rijek. Eh bien, par exemple, ces crustacés-là qui vont être décortiqués, mon homard qui va être décortiqué, je vais venir récupérer la carapace d'un côté, donc la carapace de la queue, et la tête. Eh bien ça sort directement de l'atelier de transformation, c'est préservé, c'est conditionné de telle manière qu'aujourd'hui j'ai une qualité microbiologique de mon coproduit, pas top, mais très bien maîtrisée, qui me permet moi de l'intégrer comme une matière première, au même titre que si c'était une matière première sortie de l'eau, et on va l'intégrer nous dans un process qui peut soit en faire une pulpe d'un côté, on travaille des coproduits qui nous permettent de faire des bases de soupe, des bases de terrine. Voilà, c'est la pulpe de poisson que je vous ai dit tout à l'heure, un bloc de 10 kg, voilà, comme ça. Et nous, c'est un process qui a été monté sur ces coproduits-là. Et puis après, la carapace, on peut venir commencer à la travailler pour aller chercher de la chitine, pour aller sortir certains éléments constitutifs.
Voilà. Mais c'est principalement sortie transformateur. Quand je dis que c'est sortie marailleur, c'est aussi pour me préserver sur la qualité des coproduits. C'est quand même important. Le coproduit doit être préservé pour pouvoir être processé et qu'il puisse réintégrer votre chaîne alimentaire. Ce n'est pas votre déchet à vous. Voilà. Alors j'ai mis d'autres filières. Tout à l'heure, je vous parlais de l'alimentation des visons. Vous avez la fabrication d'appâts, etc., où on peut aussi en majorité retravailler des hachis de coproduits, de poissons, de crustacés, texturés ou non, qui peuvent permettre de libérer progressivement ou non des agents appétants pour venir, voilà, en fonction des espèces que l'on choisit, pêcher et pouvoir alors pêche comment dire, pêche sportive ou pêche professionnelle. Alors la difficulté du marché, et je reviens à ce que je vous dis tout à l'heure, c'est d'abord je ne l'ai pas mis là, c'est la qualité des coproduits, ça il faut le préserver, j'ai insisté là-dessus. C'est les faibles rendements d'extraction, on est quand même sur des coûts de production relativement élevés. Avec une concurrence croissante, c'est important, on est de plus en plus nombreux à venir chercher nos coproduits parce qu'on est de plus en plus nombreux à leur trouver des voies de valorisation. Et quand je dis on, c'est que quand on assure du sourcing pour le compte d'un industriel, pour le compte d'un fabricant, c'est important qu'on puisse lui sécuriser ça au départ, quoi. Et lui dire oui, vous avez le volume nécessaire et vous aurez la biomasse disponible pour pouvoir asseoir votre production. Une forte concurrence aussi des pays émergents sur certains coproduits. C'est-à-dire que je vous parlais des coproduits de décortiquage. Bien, il y a des actions aujourd'hui, des transformations qui ne sont plus faites en France. Le décortiquage de la crevette, vous n'en trouvez plus. C'est fait dans d'autres pays. Donc il y a de la biomasse qui peut être éventuellement disponible ailleurs, mais qui a aussi trouvé ses propres voies de valorisation. Ce qui est important, c'est de pouvoir passer de la logique déchet à la logique produit. C'est-à-dire de pouvoir dans le temps aussi standardiser notre process. C'est très important parce que la matière première peut être hétérogène. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va travailler un coproduit, il peut y avoir une variabilité, d'abord dans les saisons de pêche, donc elle peut être disponible de manière saisonnalisée, et puis en termes de qualité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir éventuellement des variabilités qu'il va falloir amortir. C'est important quand on monte un process et quand on va définir avec un industriel un protocole de transformation qui va lui donner son produit derrière, il faut qu'on puisse absorber ces problématiques-là. Et lui dire, bah oui, je vous garantis à intervalles réguliers la qualité de vos coproduits. Sachant qu'il y a des saisons qui vont venir se superposer et que quand on est sur des saisons de faible pêche avec beaucoup de gens qui viennent chercher de quoi faire de l'appât ou de quoi nourrir les visons et de quoi faire du nutraceutique, eh bien, il peut y avoir éventuellement des variations aussi dans les prix de la matière première. Alors, ça, c'était juste pour définir un peu les voies de valorisation nutritionnelle ou nutrition santé. C'est-à-dire que jusqu'à présent, eh bien, on définissait nos attentes et nos besoins en fonction du goût, du plaisir, de la praticité. Il fallait que ça soit de qualité et que le prix soit relativement faible. Aujourd'hui, on est plutôt dans une recherche de bien-être, de santé, de naturalité, et de marchés ciblés. Alors, quand je parle minceur, dynamisme, c'est le marché du sportif, le marché du senior, etc. Il y a des marchés spécifiques qui peuvent être des voies de valorisation. C'est-à-dire que ces marchés-là, ce sont aussi des marchés qui nécessitent de répondre à des enjeux d'ingrédients. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on a par exemple le marché du sportif qui se développe beaucoup. Ce marché du sportif peut consommer une biomasse disponible sur des coproduits de mollusques par exemple. Et sur ces coproduits de mollusques, eh bien, on va faire des transformations qui vont nous amener à un produit, à des tablettes ou à des compléments alimentaires pour le sportif après la récupération à l'effort, par exemple. Ça, c'est des marchés de niche qui sont des voies de valorisation de coproduits et donc d'apport de savoir sur des ingrédients. C'est juste un petit rappel. Mes coproduits de retrait, je refixe un peu les choses. Coproduits, mes retraits, j'ai une orientation alimentation humaine, une orientation non alimentaire, ensuite des résidus de process qui peuvent être éventuellement réinjectés dans l'orientation vers une orientation non alimentaire. C'est-à-dire, je processe, mes résidus, arêtes, viscères, cartilages peuvent rentrer. Et puis d'un côté, j'ai mes aides culinaires, mes pulpes, mes PAI, etc. Et de l'autre côté, j'ai mes hydrolysats ou d'autres produits. Juste pour marquer un peu les esprits. Petit schéma de ce que l'on peut récupérer. Donc, notre coproduit de tout à l'heure, eh bien, il y a toujours ses viscères, ses écailles, son huile, sa chair,
le poisson entier ou parti, les peaux, etc. Et voilà ce qu'on peut, ou ce qu'on pouvait, mais on peut encore pour beaucoup, développer. Donc les écailles, par exemple, dérivés nacrés, kératine, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Aujourd'hui, il y a des sujets qui sont menés avec IDEMER et Rennes sur des valorisations aussi des écailles. Les viscères, hydrolysa protéique, ça peut donner ces produits-là, ça peut donner des spécificités. On peut venir chercher dans l'huile de foie de requin des molécules d'intérêt telles que les AKG, par exemple, les alkylglycérols, qui ont des propriétés dont je vais vous parler juste après. La peau, on va venir y valoriser notre fameux collagène, par exemple. Le poisson entier, on va venir en faire nos farines, nos engrais, nos appâts, mais aussi des concentrés protéiques de poisson, mes fameuses hydrolysats de poisson, dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et puis mes chairs. Alors, je vais passer là-dessus et je vais tout de suite venir sur mes hydrolysats, dont je vous parle depuis tout à l'heure, et je reviendrai après par la suite. C'est quoi un hydrolysa? C'est quoi une hydrolyse? Alors, j'ai repris simplement un petit schéma d'Ifremer que je trouvais relativement parlant, un peu simple, mais il a le mérite de bien poser les choses. Mon poisson, il est constitué de protéines, de lipides et de minéraux. Je vais venir en fait le découper et découper les protéines au niveau des liaisons peptidiques, c'est-à-dire que les protéines s'enchaînent les unes derrière les autres. Les acides aminés, ça constitue des chaînes d'acides aminés. Et en gros, je vais mettre dans une grande soupe de poisson que je vais faire dans un réacteur, je vais venir y mettre tout ce qu'il faut pour que l'enzyme travaille bien. Et cette petite enzyme, c'est mon ciseau là. Elle va me permettre de découper selon des sites bien spécifiques les liaisons peptidiques pour valoriser des peptides, des polypeptides, des acides aminés d'intérêt. C'est-à-dire que je vais choisir mon enzyme et elle va être spécifique de ce que je veux obtenir pour qu'elle puisse me découper avec le plus de rendement possible, on va dire, mes protéines et obtenir le produit que je souhaite. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette enzyme fonctionne? Pour qu'elle fonctionne, cette enzyme-là, il va falloir qu'on la mette dans des conditions optimum. Elle a des conditions spécifiques de température, des conditions spécifiques, alors qu'on dit de pH, mais en gros l'acidité, la basicité du milieu est importante pour qu'elle soit relativement à l'aise pour travailler correctement. Et après, eh bien, c'est tout l'art du pilotage de ces enzymes-là, de venir les optimiser, les arrêter, les relancer et faire ce qu'il faut pour qu'on soit sûr qu'à la fin, une fois que j'aurai travaillé ma soupe de poisson et que je l'aurai passé dans mon outil, vous avez une petite photo juste en bas, une fois que je l'aurai passé dans mon outil, que je l'aurai concentré, que j'aurai évaporé, que j'aurai séparé les phases, etc., que le jus que je vais obtenir, eh bien, il sera bien concentré, en peptides d'intérêt. Donc l'important, c'est de définir, en fonction de ce que l'on veut, l'enzyme spécifique, les bonnes conditions et la bonne matière première. Alors c'est quoi? Je prends ma matière première, donc j'ai mes coproduits dont je vous parle depuis tout à l'heure. Dans le process, on va homogénéiser, on va régler la température, on va ajuster le pH. Et ensuite, nous, on va utiliser à IDEMER en quasi-totalité la voie de gauche. On n'utilise pas de voie acide ou de voie basique ou de voie chimique, parce que ce que l'on valorise, ce sont des ingrédients qui vont pouvoir retourner dans votre chaîne alimentaire. Donc on fait ce qu'on appelle une hydrolyse enzymatique. Et on va provoquer une réaction enzymatique en ajoutant notre enzyme, en élevant la température et en venant gentiment homogénéiser et mettre en relation notre enzyme et notre coproduit, avec beaucoup d'eau. C'est ma fameuse soupe. Ensuite, on va venir inactiver l'enzyme. Une fois qu'on aura défini le temps de process et qu'on sera à peu près certain que le process est calé, on va venir inactiver cette enzyme-là. On va la refroidir. Ensuite, on va séparer les phases, c'est-à-dire que dedans, il y a un peu de tout. Il peut y avoir de l'eau, il va y avoir de l'huile, il va y avoir différents éléments qu'il va falloir venir séparer. Donc je vais mettre en œuvre des principes de séparation qui vont venir centrifuger ou filtrer avec des barrières de plus en plus petites mes peptides. Je suis parti de ma grosse protéine. Ce que je cherche, c'est des polypeptides ou des peptides qui sont de plus petite taille moléculaire. Donc on peut être parfois inférieur à 1000 Dalton, mais entre 250 et 1000 Dalton en fonction des peptides. Donc ce que je vais chercher à faire, c'est mettre des barrières de filtration pour éliminer tout ce qui ne m'intéresse pas, tous les insolubles, tout ce qui reste dans le fond de ma soupe.
Une fois que j'ai ce jus, enfin ce jus concentré, qui est passé par ce stade d'hydrolyse, je vais venir séparer mes phases, retirer l'eau, retirer l'huile, et passer sur un process de séchage. Les produits que l'on peut valoriser ont plusieurs réutilisations derrière. Donc on peut avoir des réutilisations sous forme liquide et pâte. Quand je vais faire mes hydrolysats, je vous parlais tout à l'heure de mes arômes d'appétence qu'on va venir mettre sur mes croquettes pour l'élevage. Eh bien, ça va être sprinklé, en gros, ça va être pulvérisé sur la croquette. L'industriel, lui, ce qu'il veut, c'est un jus. C'est une pâte, c'est une viscosité, c'est quelque chose qu'il va pouvoir processer pour venir enrober sa croquette. En revanche, l'industriel qui veut faire un produit nutraceutique, qui de ce peptide veut faire un complément alimentaire, il va peut-être le vouloir en poudre pour pouvoir faire la petite gélule que vous allez voir en sortant tout à l'heure. Eh bien, cette poudre-là, il va falloir la concentrer, il va falloir la sécher avec différents process. Et une fois séchage, on va obtenir un produit qui sera dit pulvérulent, avec des granulométries de plus en plus faibles en fonction de l'utilisation qui en est faite. Je vous ai mis quelques exemples pour terminer. Je vous ai mis quelques exemples de destination. Alors on va aller très très vite. J'ai pris les exemples qui ont été développés par le passé à IDEMER et qui sont toujours aujourd'hui des produits valorisés et qui servent, enfin qui sont le marché d'un industriel et d'un partenaire aujourd'hui avec qui on travaille. Du collagène, ce qu'on appelle les acides gras polyinsaturés, EPA et DHA, et le calcium hydroxyapatite. Alors vous avez les molécules dans mon petit schéma. Si je prends l'exemple des acides gras polyinsaturés, oméga 3 par exemple, c'est un coproduit que l'on valorise relativement bien des coproduits que l'on utilise. On a une concentration en EPA DHA, donc 2 molécules constitutives. Je vous passe le docosa hexaénoïque et autres noms barbares. Donc EPA et DHA, c'est à retenir, qui fait en fait notre concentrat. Enfin, c'est dans cette poudre-là qu'on aura une concentration d'EPA et DHA enrichie. Et c'est cette molécule que l'on vise lorsque l'on va utiliser notre coproduit de base. Alors à quoi ça sert cette EPA et cette DHA? Aujourd'hui, on a sous une forme galénique des capsules molles. Vous en avez de présenter juste en bas. Ça a des bénéfices santé reconnus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'industrie avec laquelle on travaille, qui veut valoriser ça, a mis en évidence que l'EPA et la DHA, dans le produit qu'il contribue à mettre sur le marché, a des bienfaits pour la prévention des maladies cardiovasculaires, pour le fonctionnement cérébral, pour le diabète de type 2, etc. etc. Donc, l'intérêt de notre produit, il est bien là, 100% nutrition humaine, complément alimentaire et bienfaits santé, donc ce qu'on appelle le nutraceutique. Le collagène, alors collagène constituant de la peau, donc vous avez toujours ma petite molécule, il a une action sur la peau. Entre autres choses, alors j'ai repris une définition, il vise les métabolismes de chondrocytes pour contrecarrer les processus cataboliques en place, c'est-à-dire qu'en gros, il a sous sa forme native ou sous sa forme hydrolysée, en fonction de, on ne va pas rentrer dans le détail du produit, il va permettre d'inhiber le catabolisme de la matrice extracellulaire et de stimuler la biosynthèse des cellules du cartilage. En gros, régénération, on va dire, des couches de la peau. Troisième exemple, le calcium hydroxyapatite, donc une molécule que vous avez dans le petit rond. La synthèse, en gros, et je passe tout de suite sur la fibre de calcium que vous allez pouvoir avoir dans une écaille. Vous avez une écaille en bas, une écaille de poisson, et puis la fibre que l'on va essayer de valoriser. Ce calcium hydroxyapatite, il a également des bienfaits. Il va avoir une action, par exemple, sur les problématiques, le traitement de la prévention de l'ostéoporose. Il peut être bénéfique dans les situations de déminéralisation. Il peut accélérer la cicatrisation, etc. Donc, partie de mon coproduit de poisson, je vais pouvoir mettre en évidence ce composé. Et ce composé-là, on va le concentrer, entre guillemets, pour en faire un produit d'intérêt plutôt santé humaine.
J'accélère, voici maintenant les différents types par exemple de produits que l'on peut trouver sur le marché qui sont tirés de collagène de poisson, de PADHA, donc d'acide gras polyinsaturé, ou de calcium hydroxyapatite tiré des écailles. Voilà, ça c'est des produits qui sont sur Unobiol, sur le marché français par exemple. Donc là on est sur des produits qui mettent en avant les bienfaits pour la peau. Ensuite, on va rentrer dans une autre gamme de produits, c'est les peptides actifs. Alors, je vous parlais tout à l'heure de mes hydrolysats, de mes produits que je vais commencer à processer un peu plus et sur lesquels je vais apporter de la technologie. Sur mes coproduits, par exemple, mes retraites viscères et de chair, je vais pouvoir aller chercher mon chitosan, où je vais pouvoir aller chercher des hydrolysats de protéines de poisson et donc mes fameux peptides entre 250 et 1000 Dalton qui peuvent demain faire des produits avec des actions anti-stress. C'est-à-dire que là, on va valoriser les bienfaits de notre peptide dans sa dimension, santé, enfin, voilà, oui, sur les actions sur les neurotransmetteurs, par exemple, lorsque l'on est sur des actions anti-stress. Chitosan, alors j'ai mis en évidence un point qui avait été développé avec la société Abyss par le passé et Idémer. L'action sur la minceur par exemple, les peptides que vous avez tout à l'heure sur l'antistress aussi, c'était des choses qui ont été développées par le passé. Sur le chitosan par exemple, là c'est des voies de valorisation sur lesquelles on est en train de travailler avec l'hydrolyse des exosquelettes de crustacés. C'est-à-dire que tout à l'heure je vous ai parlé de ma queue de homard là. Et ma queue de homard, on la valorise, mais l'intérêt, c'est de pouvoir la valoriser un peu mieux en allant chercher la chitine et le chitosan, qui sont des molécules d'intérêt constitutrices de l'exosquelette. Et par des processus de désacétylation de la chitine, on va pouvoir débobiner en gros la molécule, obtenir un premier stade de chitine, puis un deuxième stade de chitosan. Plus on va aller travailler et désacétyler le produit. Et l'intérêt de ce chitosan, ça peut être par exemple une action sur la minceur. Voilà, pour conclure, j'ai été volontairement vite et je ne suis pas forcément rentré dans les détails des process. Beaucoup de process sont verrouillés et confidentiels, donc je me cache aussi derrière. C'est important pour les industriels avec lesquels on travaille. Je vous ai parlé de centre technique, on transfère, donc c'est leur propriété avant tout. Mais pour revenir à mon coproduit et à mes différentes voies de valorisation, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le coproduit de poisson qui était considéré depuis longtemps comme un déchet, qui est exploité depuis de nombreuses années, hein, on n'a pas réinventé la poudre aujourd'hui, mais c'est un vrai vivier de molécules actives. Et aujourd'hui, on découvre du fait des avancées technologiques, on découvre de plus en plus d'activités intéressantes avec des applications diverses à plus forte valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se contente pas d'en faire que de la farine, mais on a des intérêts pour l'homme et c'est intéressant de venir travailler là-dessus, de processer là-dessus et de mettre en relation la recherche fondamentale et la recherche appliquée et les industriels qui sont intéressés à ces valos-là. Je dirais que la voie de nutrition santé, elle est encore à développer, elle est encore aussi à promouvoir peut-être sur le territoire français. Et puis pour tout ce qui est tout ce qui est lié à la valorisation des coproduits halieutiques, l'importance, et c'est pas pour mettre en avant l'activité que l'on a vis-à-vis des professionnels de la filière, mais elle est primordiale parce que c'est une source de valeur ajoutée pour les professionnels de la pêcherie. Vous avez pu entendre que la réglementation bouge, que la politique des pêches évolue et que de plus en plus on va vers ce que les Norvégiens ont mis en place depuis très longtemps, c'est-à-dire le zéro rejet, et qu'il va y avoir aujourd'hui des questions à se poser. Alors, ce n'est pas forcément une biomasse qui va venir augmenter de manière exponentielle le volume disponible sur le port de l'Orient, mais c'est une biomasse qu'il va falloir exploiter et sur laquelle il va falloir trouver des valorisations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le pêcheur va devoir le ramener à bord, il va consommer du carburant, il va consommer du temps, il va dépenser de l'argent avec son équipage pour ramener quelque chose qui n'est pas valorisable. Donc il va falloir l'accompagner là-dessus. Il va falloir aussi lui trouver des solutions parce que ce qui peut être mis en place en Norvège sur des bateaux qui font plus de 40 mètres est difficilement mis en place sur des petites unités. Voilà, un bateau en Bretagne, c'est autour de 20 mètres de moyenne et ça a surtout 25 à 26 ans d'existence. Voilà, c'est des vieux bateaux. Donc ça, c'est des solutions et des principes qu'il va falloir, sur lesquels il va falloir réfléchir
pour les accompagner là-dessus. Donc ça sera source de valeur ajoutée, peut-être pas de très forte valeur ajoutée au départ, mais ces zéro rejet, ces poissons qui aujourd'hui sont remis à la mer, ça sera aussi une voie de recherche et d'optimisation technologique pour nous. Donc de développer de nouveaux produits et de nouvelles technologies associées, c'est-à-dire qu'il va falloir accompagner ça, il va falloir les aider. Tout à l'heure, j'ai insisté sur la qualité des produits. Quand on part en marée et qu'on ramène ce qu'on remettait par-dessus bord jusqu'à présent, ce qui est non valorisable, mais il va falloir trouver des solutions pour stocker, pour préserver, pour diminuer les volumes embarqués, pour maintenir le volume et les capacités des cales nécessaires sur les tailles commerciales. Parce que vous avez vu mon coproduit, 30 centimes, hein, c'est pas avec ça qu'on va valoriser. On ne fait pas de la pêche minotière sur l'Orient. Donc tout ça, c'est des enjeux importants, mais c'est des enjeux qui sont intéressants, parce que d'abord, ça apporte de la valeur ajoutée, ça va peut-être contribuer, alors non pas à compenser les pertes, mais peut-être à rééquilibrer un peu les comptes à la fin, peut-être à générer des nouveaux produits qui peuvent être réutilisés par les pêcheurs. Enfin, il y a des voies aujourd'hui, on se dit peut-être qu'avec ce qu'on ne jettera pas par-dessus bord, on peut faire de l'appât, et peut-être que ça peut être intéressant pour nos pêcheurs demain. Et puis ensuite, ça donne accès à des marchés de dimension internationale. Et la Bretagne a vocation aussi à aller regarder à l'export ce qui se fait. C'est important pour notre croissance territoriale. Et ça ouvre des marchés, comme ça a pu l'ouvrir par exemple sur le nutraceutique, où on a aujourd'hui un marché à l'export qui est quand même relativement intéressant, que ce soit au niveau européen, mais aussi au niveau mondial. Voilà. Je vous remercie en tout cas de votre attention, et puis je suis prêt à répondre à vos interrogations. Oui. Vous nous avez pas du tout parlé des huiles, des coquilles. Ça rentre pas dans le cadre Si, mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de voies de valorisation de la coquille de huître. Autrement, ça se saurait. On en fait, alors, il y a différentes choses. Ça peut servir, en fait, en agriculture. Ça peut aussi servir à faire, je crois, des peintures pour les revêtements routiers, de stabilisants routiers, etc. Il n'y a pas aujourd'hui de constituant qui soit intéressant ou facilement extractible, on va dire, de cette coquille-là. Quand même une coquille qui est relativement dure. Et si on veut la processer, si on veut mettre en avant certains constituants de la coquille, il va falloir mettre beaucoup d'énergie. Et au final, l'intérêt n'est peut-être pas encore là, quoi. Voilà. Ce n'est pas forcément le cas sur d'autres coquilles un peu plus faciles à processer. Mais non, ouais, les déchets coquillés, c'est un problème. Et la réglementation bouge pour eux. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était pas grave si on l'achetait au bout du port. Maintenant, il va falloir la stocker, l'enlever et lui trouver une voie. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de voies, non. Merci. Je vous en prie. Par contre, la crépidule qui était là, donc c'est vrai que c'est avant on va trouver une ressource plutôt qu'une charge en fait. Une charge, c'est pas ce qu'on fait là, puis on va la détruire et donc il y a une voie dans ce sens-là. Alors donc en fait. Il y a des voies qui sont créées autour de la crépidule. Alors c'est un joli compétiteur trophique de l'huître. Alors c'est d'ailleurs pour ça que la baie de Bourgneuf s'était intéressée à ça il y a bien 15 ans ou 20 ans. Le problème c'est que valorisation, oui, mais voilà, il y a des voies de valorisation en nutrition humaine. Il n'y a pas un intérêt gustatif, organoleptique particulier pour cette crépidule. C'est un déficit d'image aussi. Hein, oui, voilà. C'est difficile à valoriser dans les produits transformés, notamment dans une terrine, dans un produit reconstitué type steak ou pané. La crépidule, ça parle à peu de monde. Voilà, c'est difficile à marketer, quoi. Ça avait été marketé un peu en changeant de nom, ça s'appelait les berlingots de la mer, mais je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup contribué à valoriser, hélas. Alors voilà, un peu la recherche avance, peut-être qu'on trouvera quelque chose. L'aromatique se penche un peu dessus, les extraits aromatiques. Ouais. Il y a une société qui travaille dessus, qui est sur Cancale, je crois, qui s'appelle Britexia, et qui travaille en effet sur la crépidule. Mais je pense que ça avance, parce qu'il y a une période où on pêchait le crabe, on ne gardait que les pinces. Je pense que ça a évolué sérieusement maintenant, entre cette période où
on prenait le crabe, là, on prenait les pinces, on jetait le reste à... Ça existe toujours à bord des bateaux. Ouais. Ça existe toujours à bord des bateaux. Ouais. Sur les pêches non spécifiques du crabe. En Irlande, là, Ouais. où c'est valorisé jusqu'à la... la carapace, ils jettent plus rien, se dire plus rien. L'araignée arrive et tout est valorisé à... Il y a beaucoup de voies de valorisation totale, mais ça reste encore peu industrialisable, hélas. Et en fait, ce que l'on fait parce qu'on l'a pêché et que l'on met en place dans son coin, sur son bateau, ça devient plus compliqué lorsqu'il s'agit derrière d'y mettre une unité de transformation, par exemple. À partir du moment où on va dire, bah, oui, par exemple, on va valoriser 100% du crabe, dès qu'on va commencer à mettre un atelier sur le port, il va falloir que cet atelier, on lui apporte du volume. Donc la problématique, elle est là. C'est-à-dire qu'on devient très vite dépendant de la matière première, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même le nerf de la guerre. Et à partir du moment où on va commencer à mettre du process, alors c'est l'industriel peut-être qui parle, enfin, moi je viens du privé, et c'était une problématique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez devoir rentabiliser votre ligne, eh bien, il faut qu'il y ait une chaîne de collecte. Et sur le coproduit aujourd'hui, il n'existe pas de coproduit disponible, ou très peu. Je veux dire, quand vous regardez ce qui est débarqué sur le port, au final, les équilibres sont en place. Chacun vient piocher dedans, prend ce qu'il a à prendre et voilà. Mais je veux dire, si on voulait vraiment monter aujourd'hui une unité spécifique autour du coproduit, il va falloir soit amener d'autres volumes, soit modifier les équilibres en place. C'est-à-dire soit modifier des équilibres de petite dimension, voilà, comme votre pêcheur qui valorise son crabe, ou comme voilà. Mais si vous dites demain, moi il me faut 7000 tonnes pour mettre un atelier de transformation en place parce que je vais valoriser toute la raie et le requin qui circule voilà, ben, il va falloir s'assurer de ce volume-là tous les matins. Voilà. Et je pense qu'il y a ce qu'on peut faire en effet sur des petites échelles. Et nous, la difficulté, c'est dès qu'on va commencer à passer sur un stade industriel, bah, justement, il y a ce changement d'échelle à vraiment prendre en considération. Est-ce que Hervé Majas, de l'Université Polytechnique Sud, est-ce que l'aquaculture ou la mise en place de fermes aquacoles permettrait d'ouvrir des possibilités plus importantes, loin des garanties de matières premières? Mais je ne devrais pas dire ça sur le port de Lorient, je vais finir dans le port, mais c'est vrai que c'est intéressant quand on veut travailler sur un process industriel, de travailler avec l'aquaculture. Il y a moins de saisonnalité, il y a plus de stabilité, d'homogénéité dans le process, etc. Oui, bien sûr. Mais bon, on a encore de la pêche, on a encore plein de choses à faire. On travaille d'ores et déjà aujourd'hui sur les chaînes aquacoles. Je dirais qu'eux, ils ont déjà commencé à réfléchir plus en amont. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont mis leur process en route, ils avaient déjà en tête la valorisation. J'ai volontairement passé sur le saumon, mais quand vous regardez ce qui est fait aujourd'hui, sorti d'un atelier de transformation ou d'un élevage de saumon, on valorise tout. Quasiment tout, et ça part sur des marchés. Il y a des choses incongrues qu'on ne consommerait pas nous, mais qui sont valorisées dans le fin fond de la Russie, parce que tous les déchets sur les arêtes, voilà, ça se consomme dans d'autres pays. Et ça, aujourd'hui, les équilibres, ils sont déjà bien calés. Aujourd'hui, l'aquaculture, il va falloir raisonner autrement. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est justement commencer à monter sur ces échelles de valorisation-là. Aujourd'hui, ils valorisent, voilà, et puis ils n'ont pas trop regardé non plus, quoi. Maintenant, les industriels se disent, tiens, peut-être que ça peut avoir un intérêt de me pencher 2 minutes sur ce que je fais. Et il y a un projet qui est labellisé Pôle Mer en ce moment, qui est piloté par une entreprise qui s'appelle Mer Alliance, qui travaille sur l'aquaculture aussi, enfin qui réfléchit sérieusement en tout cas, qui travaille sur le saumon. Et dans ce projet-là, c'est ça, c'est l'idée, c'est de dire, bah, moi j'ai déjà quelque chose, je vous apporte mes matières premières, aidez-moi à trouver de meilleures voies de valorisation possibles. Et j'irai jusqu'à plus loin, est-ce qu'on ne peut pas faire de l'aquaculture d'espèces qui seraient uniquement dédiées à vos process, quoi, plutôt que de faire de l'alimentaire, parce que là du coup on changerait. Ouais, je suis pas sûr qu'aujourd'hui il y a un marché tel que ça nécessite de mettre en place. Je pense qu'aujourd'hui le fait de valoriser les coproduits des autres, c'est déjà intéressant. Il y a déjà beaucoup de sujets. Créer une structure qui va générer du coproduit, ou qui, enfin, en gros, ça viendrait à élever du poisson pour faire du nutraceutique, etc. Je ne suis pas sûr qu'on ait aujourd'hui intérêt à le faire. Et puis des marchés de masse en Asie, il y en a. Voilà, du collagène hydrolysé de poisson, vous en trouvez, enfin, je sais pas,
Patrick pourra attester, mais dans certains pays en Asie, sur les marchés asiatiques, vous les trouvez. Par contre, c'est des process chimiques, comme vous avez pu le voir, et que j'ai un peu écarté volontairement tout à l'heure dans ma présentation. Peut-être qu'on pourrait grimper en qualité sur ces produits-là, mais aujourd'hui, les Asiatiques savent très bien valoriser ce qui sort de leur ferme aquacole. Voilà. Mais pas avec des process Green Label ou... voilà. Donc, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui le marché soit tel que ça nécessite de remettre une filière en place. Il vaut mieux utiliser notre filière déjà de pêche et se dire qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui sort et de tous les déchets. Et limité en volume. Et limité en volume. Alors, dans la politique du zéro rejet, c'est important. Il y a la sélectivité, mais il y a aussi la valorisation. C'est-à-dire que je n'ai pas abordé ce point-là quand je vous ai dit que c'était un enjeu pour demain, parce qu'il va falloir sélectionner, il va falloir ramener à bord tout ce que l'on pêche. Eh bien, le premier enjeu, ça va déjà être de pêcher que ce qu'on veut pêcher. Voilà, et seulement ce qu'on vient chercher. Il y aura toujours du rejet. Alors après, il y a des débats avec l'équipe première là-dessus, mais il y aura toujours quelque chose qui... Voilà, il y aura toujours un poisson qui remontera et qui n'a rien à faire dans le filet et qui remontera à bord, dont il faudra s'occuper après. Mais je dirais que c'est l'association de ces deux problématiques-là, pêcher mieux et après valoriser tout ce qu'on peut, qui permettront de répondre à ces gens-là. Donc remonter une filière, non, je ne suis pas... Enfin, je ne suis pas après, peut-être d'autres pourraient répondre, mais je ne suis pas convaincu. J'ai une autre question. Ces produits que vous détectez là, c'est des produits que vous passez par je dirais, de regarder ce qui se passe à l'extérieur, ou c'est le fait de hasard de trouver une substance dans un coproduit qui soit correctement assimilable par l'homme et qui... Alors, non. Quand je vous dis qu'on fait l'interface, c'est que IDEMER fait un peu de recherche prospective, entre guillemets, mais cette recherche prospective, je suis un centre technique, j'ai besoin de l'asseoir sur des attentes, voilà, sur un cycle relativement court de mise sur le marché. C'est important parce qu'on a un rôle de pré-industrialisation en tête. C'est-à-dire que je ne fais pas de recherche fondamentale sur le poisson et on ne décortique pas les poissons tous les matins pour savoir ce qu'on pourrait éventuellement trouver. Donc je m'appuie sur des instituts de recherche. On a des partenariats par exemple avec Ifremer, on a des partenariats avec des universitaires et des labos universitaires. Et puis les industriels aussi, les gens qui viennent vers nous, les porteurs de projets, voilà, on appelle ça comme ça, des porteurs de projets viennent avec des publis, avec des publications, avec des choses qui se font déjà ou qui ont déjà été identifiées. Et c'est à partir de ces idées-là, à partir d'une publication qui a pu sortir dans la presse scientifique et dire on a trouvé dans notre foie de requin une huile avec des molécules intéressantes, que l'on va mettre en place tout un process d'extraction, de purification qui permettra de le synthétiser, de l'industrialiser et d'en faire un produit intéressant pour un industriel derrière. Donc c'est vraiment cet interfaçage-là qui est primordial. Voilà. Donc on n'est pas un institut de recherche. Non, ça veut dire que vous avez un temps de mise sur le marché qui est relativement long, puisqu'après il y a tous les essais... Il faut qu'il soit relativement court. Il faut qu'il soit relativement court. Un temps de R&D chez nous, alors ça dépend des produits, j'ai volontairement évacué toute la partie transformation, mais il faut que le process soit relativement court, parce que c'est de la R&D, et c'est de la R&D appliquée, et il faut que l'industriel ait son produit, je dirais, dans un cycle relativement acceptable et relativement court. Et un alicament, typiquement, ça met combien de temps à accéder à un médicament? Ça met 10 ans. Un alicament, ça met, je ne sais pas comment vous dites. Un ingrédient, ouais, un complément alimentaire, ouais, un complément nutritionnel. Ça met combien de temps pour arriver sur le marché? Je sais pas, enfin, Patrick pourra peut-être nous répondre là-dessus. En termes de cycle. En termes de cycle de développement, on peut compter à peu près la moitié, c'est-à-dire entre les essais, ce qu'on appelle les essais in vitro, dans la paillasse, les cultures cellulaires, des cellules de peau, des choses comme ça, et puis les essais sur animaux et les essais sur humains. Donc ça nous donne 3 ans de temps de développement une fois que l'extrait titré en actif a été obtenu par le biochimiste. C'est beaucoup moins cher que le médicament. C'est beaucoup moins cher en test, oui, en clinique et préclinique. Le cycle est... Je vais revenir un petit peu sur l'historique, c'est-à-dire que quand on parle des raisons pour lesquelles la profession en Bretagne s'est orientée vers ces problèmes de valorisation de nos produits en général, c'était avant que Bruxelles nous parle du zéro rejet. En réalité, le constat des professionnels, c'était que peu de valorisation se faisait en Bretagne, d'une manière générale. On pêchait à l'Orient énormément de lieux, et on emmenait ça en Allemagne, on faisait très peu de marge, et d'autres faisaient la marge.
sur les poissons plats comme la sole, on a aussi cet exemple-là, des grosses sols qui sont en Hollande, qui sont vendues aux États-Unis. Et nous, Bretons, nous ne savons pas chercher la valeur dans le business de certaines de ces matières premières. Donc le principal moteur de la création du centre technique professionnel a été de la recherche de valeur ajoutée. D'une manière générale, sur le poisson entier, sur les poulets, et bien évidemment sur les coproduits. Je crois que c'est un moteur, ce moteur-là qui a animé la bande de voyous industriels qui était là, était le moteur principal. C'est-à-dire rechercher de la valeur ajoutée absolument sur la totalité des produits à l'époque démarqués. Simplement un point d'histoire. Oui, par rapport à la première question de monsieur tout à l'heure, évidemment, le prix du coproduit ou du produit d'aquaculture que vous feriez éventuellement pour faire de la nutraceutique ou autre, évidemment, est fondamental, quoi. Et donc, on le voit bien dans ton transparent, où d'ailleurs c'est assez étonnant, on voit le... Enfin, moi ça ne me surprend pas trop, effectivement, on voit de quelques produits il s'agit, mais quand on voit ce que payent les appâts par rapport aux autres cibles de produits, en fait, et c'est assez intéressant. Et ça ne va pas s'arranger, je dirais, parce que au sel, justement, en particulier, mais on parle toujours de techniques douces, de techniques alternatives, au chalut, etc. Et la Commission européenne pousse à pêcher à la palangre. Pêcher à la palangre, c'est de l'appât. Et il y a des palangriers aux îles Féroé, on parle de dizaines de milliers d'hameçons. Enfin bref, mais voilà, et donc il va y avoir de plus en plus de pression pour la pêche pour trouver de l'appât. Et pareil pour le casier, si vous pêchez au casier à mousseline, par exemple, vous mettez un appât dedans. Parce qu'on en discute. Oui, tout à fait. On en discutait sur la pêche à la palangre, il parlait de 30 000 appâts à accrocher, donc ça veut dire, donc ça veut dire beaucoup d'appâts à embarquer aussi et à valoriser. Ouais. Oui, par jour, oui, pardon, oui, par jour. Ces leçons-là sont extrêmement intéressantes, parce que le développement économique passe par ces étapes-là, dans toute région. Vous avez globalement deux solutions. Il y a des coproduits, on n'en fait rien, on ne peut pas en faire, donc on reste au stade du papier, on ne se lance pas. Et puis, option de la vente de volume que j'évoquais tout à l'heure, on se lance. Et on arrive à une deuxième étape, à l'heure actuelle, où des professionnels bretons tiennent des marchés. Ces marchés n'auraient pas été tenus si on n'avait fait que des études, parce que ça s'est transformé en des marchés tenus. Je prends l'exemple de la raie. Le cartilage de raie n'existait pas au monde il y a 14 ans. C'est bien les Bretons qui ont commencé à valoriser ça par rapport au cartilage de requin des Asiatiques. Le cartilage de raie a donc une existence sur le marché à l'heure actuelle. Et puis, effectivement, les choses évoluent, mais l'économie évolue en permanence. La première règle, c'est de s'adapter, la deuxième, c'est de s'adapter, la troisième, c'est de s'adapter. Mais ne rien faire est extrêmement dangereux. Même si on réfléchit beaucoup, ne rien faire est extrêmement dangereux. Ça, c'est ce que partagent les chefs d'entreprise un peu dynamiques, qui sont typiquement les Bretons. Maintenant, la nutraceutique des produits de la mer va ne pas forcément dépendre des matières premières. Je m'explique. C'est la génération précédente de l'aventure qui dépendait des matières premières. La génération actuelle de la nutraceutique des produits de la mer, c'est la qualité des expertises scientifiques et le marché. Et c'est les gens qui détiennent ça, quand j'en fais un petit peu partout, on parle, ils vont chercher leurs matières premières où elles sont. Vous voyez le renversement. Et en plus, on n'a pas de mal à apprendre ça, cette nouvelle économie. Parce qu'il y a des gens qui nous l'ont montré et qui sont aussi des chefs d'entreprise bretons. Je parle de Jean Guillaumard, et je parle de ces gens-là qui ont su renverser et faire de la nouvelle économie. C'est l'ancienne économie, c'est la mine, le charbon, le poisson, la matière première. La nouvelle économie, c'est la matière grise qui permet de faire beaucoup d'argent. Et la matière première devient un second couteau de la stratégie. La phase de transition est difficile à... Intelligemment à Voilà. l'économie nouvelle.
Mais la phase de transition est difficile à atteindre parce qu'aujourd'hui les marchés sont encore, hélas, appuyés sur cette matière première-là. Mais bon, il va falloir inverser la tendance. Ouais. Tout à fait. Mais il y a des choses qui sont plutôt intéressantes, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà... Alors, je vous parlais d'équilibre en place. Les coproduits sont picorés par tout le monde, et pas que par des Bretons. Hein. Les coproduits de Lorient montent à Boulogne, partent dans le fin fond de l'Allemagne, et il y en a qui descendent. Enfin, c'est un joyeux micmac et une joyeuse répartition. Je dirais que le premier signe de ça, c'est qu'aujourd'hui, on commence à se recentrer un petit peu sur ce que l'on a, nous, ici, aujourd'hui, en se disant, bon, il va peut-être falloir réfléchir, parce qu'on met des coûts de transport et des coûts de logistique aujourd'hui sur des coproduits qui partent peut-être sur Boulogne, peut-être qu'il va falloir raisonner autrement et se dire, bon, essayons de penser les choses un peu différemment. Donc là, le premier signe, c'est de dire, on se réunit autour de la table, ce qui n'est pas toujours évident à faire, mais qui commence à se faire, et dire, bah voilà, moi j'ai de la matière première, j'aimerais la valoriser mieux, bah moi je l'utilise, et voilà comment on peut le faire pour s'organiser intelligemment. Donc le premier signe, ça va être là. Après, oui, il peut y avoir des apports, et la logistique nous permet de faire venir des matières premières d'ailleurs, avec des coûts maîtrisés, mais qui sont facilement absorbables par les process, à condition de travailler sur du volume, quoi, et de travailler sur du marché de masse. Donc il y a cette dimension-là, et puis après il y a la dimension marché. C'est-à-dire qu'est-ce qui est absorbable aussi, et comment nos produits vont pouvoir se mettre en avant au regard de produits du marché asiatique, par exemple, un peu galvaudés. Enfin, je parlais de mon collagène tout à l'heure. Les femmes asiatiques ont des petites boissons. Alors, je vous en ai amené une qui vient de Taïwan, là, des petites boissons chargées en collagène, et prennent ça tous les matins, et ça retend la peau, et c'est super. Maintenant, ils sont un peu plus regardants, c'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir d'achat qui a monté, et ils se disent, bah, peut-être que ce que j'ingurgite à longueur de journée, ça peut-être pas si qualitatif que ça. Alors, j'utilise un produit qui me fait du bien, mais est-ce qu'il me fait réellement du bien? Parce que le collagène de poisson qui est dedans est peut-être passé par un process chimique. Donc, le marché est aussi en train de changer. Enfin, les dernières tendances, c'est de dire aussi, tiens, peut-être qu'on va aller s'approvisionner chez les Français ou en Europe, parce qu'on n'est plus regardant sur la qualité des produits travaillés. Et voilà, peut-être que la tendance va se réamorcer. Alors, moi, ce que je souhaite, c'est que les pays asiatiques aient un pouvoir d'achat qui monte encore. Ça va nous faire du bien. Un cartilage de requin vaut à peu près 70 € au kilo au Japon. On vend, nous, entre 18 et jusqu'à 28 €. Il y a encore un peu de marge. Que représente le marché du Nuukman mondialement, étant donné que les Romains ont fabriqué à Douarnenez autrefois sous le nom de Garonne? Qu'est-ce qui représente? Vous me posez une colle? Je ne sais pas. C'était les premiers hydrolysats de poissons, c'était les premiers arômes. Je sais pas, est-ce que tu peux me sauver de cette question? J'ai pas de chiffre en tête. Désolé. Je peux pas vous répondre. Mais c'est vrai que c'était, voilà, les premières transformations sont issues en effet de ces fermentations de poissons et de coproduits. On a tout pour en faire localement. Ouais, je suis pas sûr qu'on ait les bons coups de main d'œuvre pour rendre un produit compétitif et concurrentiel. Nos enjeux de technologues et d'industriels technologiques, entre guillemets, ils sont plutôt sur d'autres marchés que sur ces marchés. Alors, on en fait quand on a nous-mêmes un coproduit à valoriser, etc. Mais je ne suis pas sûr que ce soit les marchés d'avenir, en tout cas sur la recherche de valeur ajoutée. On y met un peu de process malgré tout. Par contre, à un moment, vous avez parlé du Dalton dans la... C'est une unité. C'est une unité en fait qui nous permet de. C'est l'unité des poids moléculaires en fait. Ça nous permet de savoir quelle est la taille de la molecule que l'on vise. Ouais. Pardon. Je me disais, le Dalton, c'est une unité de mesure. Alors je me disais par rapport au micron, je ne sais pas. Non, on est encore plus. On est encore plus bas. Ok, merci. Je vous propose d'arrêter là, si vous voulez. Merci beaucoup. On a un petit peu de temps pour regarder ce que vous nous avez apporté, peut-être, et les questions peuvent se prolonger devant la table aussi. Hein, mais... Merci en tout cas. Merci.